Alors, bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire consacré à la performance durable, mythe ou réalité. Je suis Bernard Buisson, donc conseiller pédagogique à l'École Polytechnique Executive Education, et j'ai la chance d'accueillir la professeure Patricia Criffo, qui est professeure à l'École Polytechnique, chercheuse au CREST, qui est le laboratoire d'économie, également directrice de l'initiative de recherche Finances durables et investissement responsable. Elle dira peut-être quelques mots sur ses attributions. Alors, ce qu'on vous propose pour démarrer tout de suite dans le vif du sujet, c'est qu'on a un petit quiz avec 3 questions. Donc, je vais demander si on peut avoir l'affichage de la première question. La première question qui est: la responsabilité sociale et environnementale est une contrainte réglementaire. Est-ce que c'est vrai ou faux? Vous avez 1 minute pour répondre. Patricia, je ne sais pas si pendant donc ces Pendant quelques tirer, c'est ça. secondes, oui, tu veux en profiter pour dire quelques mots sur ce que tu fais à l'école et en dehors de l'école? Oui, merci Bernard, merci à tous d'être présents, aussi nombreux, et bonjour. Donc comme l'a dit Bernard, je suis économiste et j'ai plusieurs fonctions en fait en tant qu'enseignant-chercheur à l'École Polytechnique. Je pilote un master sur les villes intelligentes et les politiques climatiques. Je pilote également une initiative de recherche sur la finance durable et l'investissement responsable. Et j'ai également une casquette en dehors de l'École Polytechnique plus Public Policy parce que je suis membre du collège de supervision donc qui s'appelle l'ACPR, le collège de supervision des banques et des assurances, et j'en suis la vice-présidente de sa commission climat et finances durables. Voilà, bienvenue à tous. Merci beaucoup, Patricia, d'être avec nous aujourd'hui. Alors, sur la première question, donc je pense qu'on arrive au terme de la minute. La répartition, voilà, donc ça y est, les résultats ont été publiés. Donc 57% des répondants pensent que c'est vrai et 43% pensent que c'est faux. Quelle est la bonne réponse, Patricia? Alors, c'est faux. Donc, on reviendra sur chacune des questions du sondage. C'est pas la responsabilité sociale et environnementale qui est une contrainte réglementaire, c'est le reporting, c'est-à-dire la divulgation d'informations sur la RSE qui est une contrainte réglementaire. On verra pourquoi ce n'est pas la RSE qui est une contrainte réglementaire. En fait, la RSE, en termes de définition, c'est faire un petit peu plus que la réglementation. D'accord? Ça, c'est la définition de la Commission européenne, par exemple, depuis 2001, qui considère qu'être socialement responsable, ça veut dire avoir des démarches volontaires qui vont un peu au-delà de la contrainte réglementaire. Mais par contre, ce qui est obligatoire, c'est le reporting. Et ça, c'est quelque chose qui est obligatoire en France, en Europe, en Asie aussi, dans beaucoup de pays de l'OCDE. Alors, on va lancer la deuxième question. Donc, le taux de reporting RSE en 2024 est plus faible en Allemagne et en France qu'aux États-Unis. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? On vous laisse là encore 30 secondes pour répondre. Alors, on va attendre les quelques secondes pour voir les réponses s'afficher. Donc, vous avez le choix entre est-ce que, vrai ou faux. Et je laisserai Patricia commenter les réponses. Voilà. Donc les votes ont été partagés. 42% des répondants pensent que c'est vrai et 58% pensent que c'est faux. Alors, Et c'est la bonne intéressant parce réponse? que c'est l'inverse des taux de tout à l'heure. Eh bien, c'est vrai. Effectivement, le taux de reporting en France et en Allemagne, il est plus faible pour les entreprises qui sont soumises à l'obligation. Hein. C'est pas 100% du tissu industriel qui est soumis à cette obligation. C'est un effet de... c'est les réglementations, elles imposent des seuils de taille. Mais effectivement, la France est souvent considérée comme une zone pionnière en matière de reporting RSE. Il se trouve que
En 2022 et 2024, les taux de reporting pour les entreprises allemandes et françaises qui étaient soumises à cette obligation étaient de 94 et 95%, alors qu'aux États-Unis, pour les mêmes entreprises, des mêmes tailles, leurs homologues, c'était 100%. Et elles n'ont pas la même obligation en plus aux États-Unis. La contrainte est beaucoup plus faible aux États-Unis. Donc c'est un peu un paradoxe du reporting. On demande aux entreprises de dire ce qu'elles font, parfois avec beaucoup de contraintes, mais en fait, ce n'est pas forcément celles qui sont le plus contraintes qui le font le plus largement. Enfin, troisième et dernière question, les entreprises chinoises ne sont pas soumises à une obligation de reporting RSE. Là encore, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? On vous laisse un petit peu plus de 30 secondes pour répondre. Alors, je pense que le résultat va s'afficher dans quelques secondes. Merci à tous ceux qui ont participé au vote. Alors là, c'est plus déséquilibré. Voilà, le résultat vient de s'afficher. Donc, 31% pensent que c'est vrai et 69% pensent que c'est faux. Et la bonne réponse était? Eh ben, elles sont bien soumises à cette obligation. Donc ça, c'est super. Vous êtes là pour le coup. Vous avez majoritairement la bonne réponse. Donc c'est faux. Les entreprises chinoises sont soumises à l'obligation de reporting. Alors c'est pareil, hein, c'est comme en Europe, c'est pas toutes les entreprises, c'est pas sur toutes les bourses, mais par exemple à la bourse de Shanghai, toutes les entreprises cotées à la bourse de Shanghai sont soumises à l'obligation de reporting, avec un taux de reporting de 88%. Donc une conformité qui est quand même très bonne, sachant que la loi, elle a quelques années, 2-3 ans maximum. 88% en une période de temps aussi rapide, c'est quand même assez notable. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à ces questions. Alors, on va commencer par le début et peut-être une perspective historique sur le sujet. Est-ce que tu peux nous dire comment le sujet de la responsabilité est rentré dans l'économie réelle? Oui, alors si on fait un petit peu d'histoire, en fait, le sujet de la RSE, il est apparu via les marchés financiers, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Alors, dans le quiz, j'ai parlé un peu de la Chine, mais bon, je pourrais pas systématiquement faire la comparaison. Souvent, c'est parce que la littérature en économie se focalise sur le cas européen et le cas américain. Mais de fait, pour la RSE, en fait, la responsabilité environnementale et sociale, on va dire, on a coutume de la dater au début du XXe siècle, dans les années 20, avec les premiers fonds éthiques. Alors, c'est super intéressant, ces fonds-là, parce que de quoi il s'agit, en fait, c'est les congrégations religieuses américaines à qui on a demandé d'édicter une doctrine d'investissement sur les marchés financiers. Donc, la question qui leur a été posée, c'était, voilà, est-ce que je pourrais investir mon argent en accord un peu avec mes principes religieux? Donc, ces congrégations religieuses, en fait, ont adopté comme doctrine vous pouvez investir partout dans l'économie américaine, sauf dans ce qu'on appelle les sin stocks en anglais, qui sont les fonds du péché en français. C'est-à-dire, en fait, c'est une stratégie de responsabilité environnementale et sociale d'exclusion. On exclut les fonds qui ne sont pas compatibles avec ces valeurs religieuses, qui sont le tabac, l'alcool, la pornographie, l'armement et le jeu. Donc, en dehors de ces 5 grands secteurs d'activité, la doctrine on recommande d'investir partout sans restriction. Donc ça, c'est le début on va dire du segment de l'investissement socialement responsable aux États-Unis. Progressivement, en fait, la doctrine va s'élargir à des critères un peu moins religieux, toujours moraux, mais plutôt sociétaux. On arrive dans les années 60. Et là, la deuxième famille de fonds ISR, qu'on appelle les fonds socialement responsables, en fait, vont intégrer des enjeux plutôt propres au mouvement des droits civiques, par exemple. Première prise de conscience des enjeux aussi environnementaux et sociaux. Et donc, on garde la même stratégie, c'est-à-dire qu'on recommande d'investir partout, sauf dans les entreprises. Alors, c'est peut-être moins des exclusions sectorielles, ça commence à être des exclusions plus ciblées sur les entreprises qui vont soutenir
des régimes qui vont soutenir par exemple des grandes thématiques comme la guerre au Vietnam ou comme le mouvement des droits civiques. Donc, on essaye de soutenir des mouvements sociétaux, c'est moins religieux et c'est moins sectoriel, mais ça reste de l'exclusion, c'est-à-dire qu'on ne se prononce pas sur ce qui se passe sur le reste de l'économie, mais on dit excluez de votre portefeuille d'investissement ce type d'entreprise ou ce type de sujet. Là, c'est les années 60-70. J'ai toujours pas parlé de l'Europe parce qu'en fait, il faut attendre la fin des années 80 pour que ces thématiques traversent l'Atlantique et arrivent en Europe à travers les fonds de développement durable. C'est pas un hasard que ce soit la fin des années 80. On attend en fait en Europe que émerge de manière un peu structurée la notion de développement durable et en particulier celle qui a été définie par le rapport Brundtland de 1987. Donc c'est la fin des années 80. Et là, le développement de la RSE, de l'industrie de la RSE va voir le jour en Europe parce que d'emblée, on ne va pas du tout être dans une logique d'exclusion négative, mais beaucoup plus dans une logique d'intégration positive. Donc, on va essayer de traduire sur les marchés financiers ce que c'est que le développement durable, donc la performance globale et durable. Et donc là, on recommande non plus d'exclure certaines entreprises ou certains secteurs, mais plutôt d'investir de manière positive dans les entreprises les meilleures de leur secteur. Et en fait, cette période-là, ça va être la naissance des principales agences de notation extra-financière. Donc, elles voient le jour à la même période, fin des années 80, début des années 90. Dernière grande famille de fonds d'investissement socialement responsables, ce qu'on appelle les fonds gérés par les investisseurs de long terme. Donc ça, ils sont des deux côtés de l'Atlantique. On n'a pas une date particulière, ils ne sont pas dans la frise chronologique qui est apparue à une certaine époque. En fait, c'est souvent des fonds souverains qui sont adossés à des États-nations particuliers. On les connaît moins, ils font un peu plus peur parce qu'ils sont très puissants. Ils gèrent, par exemple, en France, c'est le fonds de réserve des retraites, donc ils gèrent des sommes colossales. En France, typiquement, le fonds de réserve des retraites, il a un mandat ISR, donc on lui demande de gérer les retraites avec une perspective socialement responsable. C'est public, cette information est publique, mais c'est pas vrai pour tous les fonds souverains dans tous les pays. Donc leur stratégie d'investissement est mal connue. Elle est par nature, on va dire, vraisemblablement orientée à long terme, mais c'est moins transparent, donc ils font un petit peu plus peur. On est un petit peu plus précautionneux quand on parle de ces fonds-là. Mais c'est aussi une famille de fonds d'investissement à long terme. Alors peut-être pour revenir sur les années 70 et 80, on voit aussi émerger deux approches assez différentes ou deux philosophies en termes de responsabilité des entreprises. Exactement. Alors l'historique que j'ai donné en montrant que c'est les États-Unis qui ont été précurseurs avec une philosophie un peu particulière qui est celle de plutôt l'exclusion négative et puis qu'il faut attendre plutôt la fin du XXe siècle pour que ça arrive en Europe. En fait, on la retrouve aussi d'un point de vue un peu plus conceptuel. Moi, je suis économiste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, dans la littérature en économie, en fait, on trouve ces questions-là se sont cristallisées autour d'une opposition entre deux visions de la RSE. La vision plutôt imputée à Milton Friedman, qui date des années 70, et puis la vision plutôt imputée à Edward Friedman, qui date des années 80, sur la théorie des parties prenantes. Alors, pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'en fait, alors Friedman, sa vision, elle est parfois caricaturée, mais en fait, qu'est-ce qu'il a fait? En 1970, il a publié un article dans le New York Times Magazine, donc c'est pas une publication scientifique, mais ça a fait quand même date et école, dont le titre de cet article, c'est « La seule responsabilité des entreprises, c'est d'augmenter les profits ». Alors, vous voyez bien que quand Milton Friedman, prix Nobel d'économie, publie, même si c'est pas un article scientifique, mais publie quelque chose avec ce titre-là, évidemment, ça fait grand bruit. La position de Friedman, elle est intéressante parce qu'il nous dit, en fait, c'est pas légitime de demander aux entreprises de faire un peu plus que la réglementation. Je l'ai dit tout à l'heure, la Commission européenne définit la RSE comme le fait de demander une intégration volontaire d'un certain nombre de thématiques ou de pratiques socialement responsables. Donc pour Friedman, c'est pas légitime. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est à l'État d'aller corriger s'il y a des problèmes dans l'économie, d'accord? Si il faut respecter la charte de l'environnement, s'il faut améliorer les droits du travail, c'est à l'État de le faire. C'est l'acteur qui a la bonne information, qui a la bonne décision et surtout qui a la légitimité politique pour le faire. Donc pour Friedman, demander aux entreprises d'en faire un peu plus, en fait, c'est pas légitime parce qu'elles ne sont pas responsables politiquement des décisions qu'elles prennent. Elles ne doivent pas rendre des comptes devant un parlement pour produire un certain nombre de biens publics, corriger un certain nombre d'externalités.
Donc l'argument de Friedman, il se tient, il a tout à fait raison dans un contexte où le monde fonctionne en concurrence pure et parfaite et en information parfaite. Évidemment, dès lors qu'on s'écarte de ce cadre-là, je reviendrai là-dessus un peu plus tard, la position de Milton Friedman est un petit peu plus difficile à tenir. Alors, elle est d'autant plus difficile à tenir quand on s'appuie sur les travaux d'Edward Freeman, alors qui n'est pas un économiste, mais qui est un professeur de stratégie de management à Harvard, donc université un peu concurrente de celle de Friedman qui était Chicago. Donc lui, Friedman, par contre, c'est pas un article dans le New York Times Magazine qu'il va publier. Lui, c'est un véritable ouvrage scientifique, un très gros bouquin en 84 sur la théorie des parties prenantes et qui fait date et qui a donné lieu à tout un courant de recherche extrêmement important là-dessus. Il dit, mais en fait, ce que raconte Milton Friedman, c'est faux. En fait, l'entreprise, certes, elle doit rendre des comptes vis-à-vis de ses actionnaires. Certes, elle n'a pas de légitimité politique, mais elle doit rendre des comptes aussi à tout un tas d'autres parties prenantes, pas uniquement les actionnaires. Elle fait face aussi à ce qu'on appelle un intérêt social, au sens où elle doit rendre des comptes à ses collaborateurs, aux régulateurs, à ses concurrents, à toute sa chaîne de valeur, ses sous-traitants, ses fournisseurs. Donc, elle a tout un tas de parties prenantes qu'elle doit prendre en compte. Et certes, les actionnaires en font partie, mais ce n'est pas les seuls. Et Alors, donc, voilà, on oppose un peu ces deux visions-là. Ça donne deux visions du monde un peu différentes de la RSE à travers ces deux théories-là. ouais. Alors, ce qu'on voit aussi, donc à partir des années 2000, c'est les Nations Unies qui rentrent dans ce débat. Oui, alors ça, c'est un acteur qui est très intéressant parce qu'en fait, il va permettre de structurer autour d'un vocabulaire. Au départ, on a l'impression que c'est plus de la sémantique quand on parle de RSE, ESG, ODD. Qu'est-ce que ça veut dire? On a l'impression qu'il y a une multiple terminologie autour de ces concepts-là. Donc RSE, la responsabilité sociale et environnementale. ESG, c'est les trois piliers, environnement, social, gouvernance. En fait, c'est les trois grandes dimensions de la RSE, on va dire, qui permettent de regrouper sous trois grands piliers les différents thèmes de responsabilité sociale et environnementale. Et puis 2015, c'est une année un peu fondatrice, c'est l'année de l'accord de Paris sur le changement climatique, mais c'est aussi l'année durant laquelle les Nations Unies adoptent ce qu'on appelle les objectifs du développement durable, les ODD, qu'on peut tout à fait en fait classifier sous le vocabulaire aussi ESG. En fait, on peut regrouper les ODD sous ces trois grands piliers. Alors, qu'est-ce que c'est les ODD? C'est 17 thèmes autour desquels, en fait, vont se mettre d'accord toutes les parties prenantes des Nations Unies, donc tous les pays signataires de l'accord de Paris, mais pas uniquement, aussi les entreprises, les villes, les individus, les établissements d'enseignement supérieur. Donc c'est un vocabulaire en fait qui reflète 20 ans de travail. Hein, c'est pas apparu pour rien en 2015. En fait, ça faisait plus d'une vingtaine d'années que les Nations Unies travaillaient sur les objectifs que devraient se fixer en fait les nations, les acteurs économiques à l'échelle de la planète pour préserver les ressources, pour lutter contre les inégalités, pour favoriser une bonne gouvernance mondiale, etc. Et en fait, 15 ans plus tôt, ces ODD, en fait, ça s'appelait les OMD, les Objectifs millénaires pour le développement. Et donc, c'était un certain nombre de visées qu'on devait se fixer pour atteindre un certain niveau de développement économique et de croissance à long terme. Donc, c'est intéressant parce que ces ODD, c'est un langage commun, en fait, qui est partagé par tous les acteurs publics, les acteurs privés. Et donc, ça fait sens, ça permet de se parler à travers le temps aussi. Hein, on peut en avoir une vision un peu chronologique et puis internationale. Alors, j'accélère un tout petit peu parce qu'il faudra qu'on tienne le timing. Mais donc, dans les éléments de vocabulaire qui sont importants aussi, on parle beaucoup de parties prenantes quand on parle de responsabilité des entreprises. Alors, qui sont ces parties prenantes? Oui, alors je l'ai déjà dit, en fait, on va pouvoir passer vite sur cette diapo. Je l'ai dit dans la précédente. Les parties prenantes, c'est l'ensemble des acteurs qui sont affectés de près ou de loin par l'entreprise, de manière primaire ou secondaire. Voilà, les syndicats, les ONG, les riverains, évidemment les collaborateurs, les partenaires, les actionnaires, etc. Et puis on a coutume de les regrouper en fait sous des thématiques. On peut les regrouper sous on va dire, des grandes caractéristiques, qui je suis, mais aussi sous des grandes thématiques, quelle est la dimension à laquelle ça se renvoie, donc environnement, social et gouvernance. Alors, on va aborder dans les secondes qui viennent donc la question de la relation entre ESG et création de valeur. D'abord, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le contexte réglementaire et pourquoi les États ont mis en place
des réglementations relatives à l'ESG? Alors, je l'ai un tout petit peu abordé avec l'argument de Milton Friedman en vous disant, bah, en fait, normalement, c'est à l'État de le faire, c'est pas aux entreprises. Pourquoi est-ce que Friedman a tort? Donc d'abord, le raisonnement de Friedman, c'était dans un monde de concurrence pure et parfaite, un monde idéal dont il sait qu'il n'existe pas, mais c'est un peu un benchmark, le point de référence par rapport auquel il se place et auquel l'argument théorique se place. Mais fondamentalement, même dans le cas où les gouvernements voudraient adresser la question du changement climatique, voudraient lutter contre les inégalités, par exemple, mais même dans ce contexte-là, eux-mêmes ne sont pas les plus efficaces. C'est-à-dire qu'il y a une double défaillance des marchés, donc il y a des problèmes à corriger en matière environnement, social et gouvernance, mais les gouvernements ne sont pas en mesure d'apporter des solutions suffisantes. C'était déjà ce que signifiait l'Agence internationale de l'énergie il y a une quinzaine d'années, quand elle signifiait que les politiques n'étaient pas en mesure, les politiques actuelles en matière environnementale, par exemple, n'étaient pas en mesure d'assurer la transition énergétique à la vitesse et à l'échelle requise. Mais ça l'est toujours. Hein. Je veux dire, chaque année, quand il y a des conférences internationales sur le climat, on nous rappelle que ce que les États-nations mettent en place pour lutter contre le changement climatique, c'est pas suffisant. Mais c'est vrai aussi, et c'est ce que montre le travail des Nations Unies sur les ODD en matière de lutte contre les inégalités, de lutte contre la pauvreté, d'accès à l'éducation. Voilà, les États ont du mal à atteindre et à corriger ces externalités. Les débats aujourd'hui en France sur l'ampleur de la dette et du déficit public montrent que même si on a l'ambition politique de corriger toutes ces défaillances, on n'a pas forcément les moyens financiers de le faire. Donc, de ce point de vue-là, la littérature en économie, elle est très claire. La théorie économique nous dit que quand il y a une double défaillance, marché et gouvernement, il y a tout à fait place pour les entreprises et les investisseurs, donc pour les acteurs privés, à aller corriger ces externalités, c'est ce qu'on appelle de la fourniture privée de biens publics. Évidemment, pourquoi il faut réglementer quand même ce domaine-là? Il ne faut pas que l'État sorte du jeu, en fait. C'est pas parce qu'il n'a pas forcément les moyens d'atteindre le niveau optimal qu'il doit sortir du jeu. Il doit contrôler ce que font les entreprises. Donc, pour revenir sur le sondage, en fait, on n'oblige pas les entreprises à être responsables sur le plan environnemental et social. On les oblige à faire du reporting ESG parce que les obliger à être responsables, ça serait augmenter le niveau de réglementation. Donc, c'est pas là-dessus qu'on se place. Donc, étant donné le niveau de réglementation imparfait, on va demander aux entreprises de pallier un peu ces imperfections-là. Mais il va falloir contrôler ce qu'elles font parce que il faut qu'on s'assure qu'elles prennent bien les bonnes décisions, que le niveau atteint ne soit pas sous-optimal. Alors, on a fait un petit peu de progrès à l'échelle mondiale sur cette question de reporting. Je pense que tu veux dire un mot peut-être donc sur les instruments de notification. Oui, on a vu dans le petit sondage que il n'y avait pas qu'en France qu'on était soumis à des obligations de reporting. La carte, elle est assez intéressante parce que elle montre que dans toutes les zones géographiques, que ce soit l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Amérique latine, mais aussi l'Afrique, enfin voilà, sur tous les continents, il y a des obligations de reporting. Hein, donc j'insiste bien, c'est du reporting ici dont il est question et parfois assez conséquent. Alors, ce qui va faire une vraie différence, c'est est-ce qu'on considère le reporting ESG sur les 3 dimensions en même temps ou est-ce qu'on demande aux entreprises de faire du reporting sur certaines parties de manière un peu indépendante des enjeux environnementaux ou des enjeux sociaux. Ça, c'est notamment une grosse différence entre la France et les États-Unis, par exemple. Ouais. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est qu'au fil des dernières années, il y a eu une progression assez significative du reporting dans la plupart des pays. Oui, alors je ne vais pas commenter tous les petits drapeaux là, vous récupérerez le support, donc comme ça vous aurez les chiffres pays par pays. Je m'appuie ici sur une étude de KPMG qui a publié régulièrement, qui met à jour ces données-là. Vous avez les données ici pour 2022-2024. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la partie droite de la diapo. Effectivement, la tendance est à la hausse. On est autour de 90, 95, voire 100% de reporting dans certains pays. Mais ça reste quand même frappant de voir que ici, il s'agit d'entreprises qui sont soumises à l'obligation de reporting. Donc, normalement, on devrait être à 100% partout. Voilà. Sur l'échantillon d'entreprises considérées. Bon, en Europe, il y a encore des pays où on n'est pas à 100%, donc il y a encore des entreprises qui sont pas toujours en conformité réglementaire. Alors, c'est peut-être des cas à part. KPMG n'indique pas
quelles sont les entreprises concernées, celles qui n'ont pas fait le reporting quand on leur demandait. Ça peut être des fusions-acquisitions, enfin voilà, il peut y avoir des contextes un peu particuliers, mais en tout cas, voilà, quelle que soit la zone géographique, on est de toute façon sur une tendance extrêmement massive de reporting. Donc, la question maintenant, c'est plus tellement est-ce que les entreprises reportent, c'est plutôt quelle est la qualité de ce reporting. Alors, on va aborder maintenant donc le sujet du lien entre la création de valeur et la durabilité. Est-ce que tu peux peut-être déjà nous dire depuis quand la communauté des chercheurs s'intéresse à cette question? Alors, on a déjà vu dans l'historique que j'ai donné que c'est pas une question nouvelle, en fait. Hein. Dès le début du XXe siècle, il y avait déjà des préoccupations sur ces questions-là aux États-Unis, dans une moindre mesure en Europe. Alors, les chercheurs, ils ont attendu d'avoir un peu accès à des données, on va dire, et puis à des méthodes pour analyser ces données, pour s'en préoccuper. Mais en fait, on remonte au début des années 70, donc plus de 50 ans quand même maintenant. On a un recul d'une cinquantaine d'années sur ces études-là. Donc, cette relation entre ESG, intégration ESG, RSE, développement durable et performance financière, en fait, a fait l'objet de nombreuses études depuis ces 50 dernières années. C'est pas du tout un phénomène récent. Il y a plusieurs milliers d'études qui ont été consacrées au sujet. Donc, c'est loin d'être marginal. Alors, oui, on le voit de façon plus graphique ici. Oui. Il y a vraiment une progression impressionnante. Oui, alors voilà, au début des années 70, il n'y avait pas beaucoup d'études quand même, hein, mais ça s'est accéléré, on va dire, à partir des années 2000, 2010. La courbe, là, elle s'arrête, le graphique qui s'appuie sur une étude qui a été publiée en 2015, donc ça commence à dater un petit peu. La courbe est toujours croissante, la pente n'a pas cessé de s'accentuer. Hein, donc on est encore dans une phase où il y a encore énormément de travaux là-dessus, et d'autant plus que les données deviennent de plus en plus disponibles sur des longues périodes, de meilleure qualité, donc ça va pas aller dans l'autre sens. Alors, sur cette slide, je pense que sans qu'on rentre dans le détail, ça donne déjà un premier aperçu des principaux résultats qui ont émergé à la suite de ces recherches. Absolument. Ce tableau, en fait, il est intéressant parce qu'il donne des statistiques, des chiffres un peu globaux. Donc, ça vous permet d'avoir un peu une vision un peu générale de globalement qu'est-ce que dit la littérature sur le lien RSE performance. Alors, faut regarder la dernière ligne, celle du bas. Faut pas forcément regarder à l'intérieur de toutes les études. C'est ce qu'on appelle une méta-analyse, en fait. Donc, on reproduit dans ce tableau-là les résultats des méta-analyses, c'est-à-dire des études qui compilent tous les résultats existants. Okay, donc, c'est vraiment une agrège comme ça les résultats obtenus dans la littérature et on compte. Ça s'appelle du comptage de vote. Hein. Est-ce qu'on a trouvé un lien positif, un lien négatif, un lien neutre, mixte, pas lien, etc. Et on regarde combien après, au final, on trouve de relations dans un sens ou dans un autre. Donc, ce qu'on peut retenir de cette diapositive, donc c'est la dernière ligne, c'est globalement la réponse est plutôt positive, c'est-à-dire il y a plutôt un lien positif entre RSE et performance dans la littérature, proche de 50% des études passées en revue dans ce travail trouvent un lien positif. Mais si vous regardez les trois autres colonnes, il y en a quand même quasiment autant qui trouvent soit un lien neutre, c'est-à-dire ça peut aller dans les deux sens, ça peut être non linéaire, ça peut commencer par être positif puis devenir négatif ou l'inverse, soit négatif, soit mixte, c'est-à-dire pas clair en fait, non linéaire et pas facile à identifier. Donc c'est pas évident de trouver un consensus là-dessus. Il est légèrement positif, mais il n'est pas massif non plus. Oui, donc même si on aimerait beaucoup que la relation soit simple et évidente, elle est évidemment plus complexe que ça. Exactement. Il faut creuser et rentrer dans le détail et dans les différentes dimensions du problème. Exactement. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à trouver un lien simple entre RSE et performance? C'est parce que c'est tout sauf simple, en fait. Qu'est-ce que c'est que la RSE? On l'a vu tout à l'heure, c'est un certain nombre de parties prenantes, c'est répondre aux attentes d'un certain nombre de parties prenantes, c'est intégrer un certain nombre d'enjeux environnementaux, sociaux, de gouvernance, avec un vocabulaire qui peut varier selon qu'on se place à l'échelle des Nations Unies ou à l'échelle d'une entreprise ou d'un individu. Donc, fondamentalement, en fait, la question de la RSE, c'est un concept multidimensionnel.
Donc, moi, quand j'ai commencé à travailler sur ces questions-là en tant que chercheur, il y a plus de 15 ans, il y avait déjà ce même genre de résultat, c'est-à-dire il semblerait que c'était légèrement positif, mais c'était pas clair. Je me suis dit, mais en fait, c'est assez logique que ce soit pas clair parce qu'on parle de choses qui sont très, très différentes. Ce qu'on intègre dans les enjeux environnementaux, la lutte contre la pollution, la préservation de la biodiversité, la lutte contre le changement climatique, est-ce que ça a quelque chose à voir avec les droits des travailleurs, avec les conditions de travail, avec la composition des conseils d'administration, enfin voilà, avec les enjeux sociaux et de gouvernance? Pas forcément. Et puis, si c'était si simple, en fait, s'il suffisait de mettre tous ses œufs dans le même panier, d'investir massivement dans toutes ces dimensions, et c'était ça la manière d'augmenter ses profits, toutes les entreprises le feraient. Il y aurait quelques cyniques, mais la plupart, elles veulent bien faire quand même. Donc c'est sans doute que c'est plus compliqué. Donc, c'est là-dessus que je me suis focalisée dans mes travaux de chercheur, essayer d'identifier, en fait, comment les différentes dimensions interagissent comme des facteurs de performance. Et ça, en économie, quand on se pose la question de cette interaction-là entre les différentes dimensions ES et G, on pose la question de la complémentarité, c'est-à-dire les synergies. Est-ce qu'il y a des dimensions qui vont bien ensemble? Est-ce que les entreprises qui sont des champions en matière environnementale sont aussi des champions en matière sociale? Ou est-ce qu'il y a des substituabilités, c'est-à-dire les entreprises qui choisissent de se spécialiser? Ils disent, non, moi, mon business model me dit d'investir massivement dans les enjeux de gouvernance, voilà, je suis dans le secteur financier, c'est ça quand même le sujet majeur, et moins les enjeux environnementaux peut-être. Et donc là, ça va plutôt faire des compromis et être moins engagé sur d'autres dimensions. Quel est le modèle en fait que les entreprises choisissent d'adopter, si elles en choisissent un, et quel est celui qui est le plus performant en fait? Donc c'est dans cette direction-là que j'ai commencé à travailler pour essayer d'identifier ces synergies ou ces conflits, ces problèmes, ces arbitrages qu'il pourrait y avoir entre les différentes dimensions. Alors, parmi les différentes données disponibles aujourd'hui, et depuis un certain nombre d'années, il y a les notations ESG, et donc c'est un des angles, une des premières façons que tu as utilisées pour rentrer dans cette complexité. Alors, exactement. Ouais. Exactement. La notation ESG, c'est une industrie qui s'est développée dès les années 70 aux États-Unis. On l'a vu dans l'historique, avec les fonds socialement responsables. C'est là où apparaissent les premiers bureaux de notation de la performance environnementale et sociale aux États-Unis. C'est aussi là qu'ils apparaissent dans les années 80 en Europe, en fait. Donc, c'est des entreprises qui sont spécialisées dans l'évaluation de la performance des entreprises. Donc, moi, j'ai utilisé les données de l'agence Vigeo Eiris, qui est une agence qui est leader en Europe. Vigeo, c'est une agence française qui a racheté une autre agence, Eiris, une agence britannique, qui a ensuite récemment été rachetée par Moody's, des leaders de la notation financière. Donc Vigeo Eiris, en fait, évalue la performance ESG. Alors, ils disent qu'ils ont 6 grands domaines: droits humains, clients fournisseurs, gouvernance d'entreprise, ressources humaines, environnement, engagement sociétal. En fait, on retrouve les 3 grands piliers ESG: environnement, social, gouvernance, avec la notion sociale, en fait, au sens sociétal, au sens large, c'est-à-dire ressources humaines, mais aussi engagement sociétal. Et puis, dans la notion de gouvernance, vous retrouvez les comportements sur les marchés, le gouvernement d'entreprise et les clients et les fournisseurs. Donc, en regroupant comme ça droits de l'homme, ressources humaines, engagement sociétal, vous avez le pilier social. En regroupant clients, fournisseurs, gouvernement d'entreprise, vous avez la gouvernance, et puis l'environnement, le pilier à part. Donc, ils évaluent la performance des entreprises sur ces 3 grands domaines, avec une méthodologie qui est très complexe. On n'évalue pas simplement les outcomes, les résultats. On évalue, est-ce que l'entreprise a mis en place une politique, est-ce qu'elle a donné des moyens à cette politique, et est-ce qu'elle a obtenu des résultats. Et donc une note sur un score environnemental, en fait, reflète 3 notes qui sont elles-mêmes le reflet d'un score pondéré, en fait, selon la pertinence de ces enjeux par rapport au secteur d'activité. Donc, c'est une méthodologie assez complexe, mais au final, on obtient une note entre 0 et 100 pour chacun de ces grands piliers qu'on peut agréger comme un score aussi final ESG. Ouais. Alors, c'est une approche que tu as utilisée à différentes reprises. Alors, si tu en es d'accord, je vais peut-être aller aux résultats qui sont là. Qu'est-ce que ça donne? Alors, ce que ça donne, donc j'ai regardé un peu ce qui se passait en Europe et puis dans les pays de l'OCDE. Ce que ça donne, alors il y a eu, et ça c'est les résultats avant 2015, on va dire. On trouve bien qu'il y a des modèles où il y a des synergies, en fait, qu'il y a des entreprises qui essayent d'être leaders, en fait, dans différentes dimensions en même temps. Donc, notamment en matière ressources humaines et impact environnemental.
Donc, ce modèle un peu de la RSE intégratif où on essaye de déployer une action qui soit cohérente avec des synergies entre différents facteurs, on le retrouve, donc notamment ressources humaines, environnement et ressources humaines et droits de l'homme. Mais on trouve aussi que, et ça c'est performant, hein, ces entreprises-là génèrent de la performance et du profit. Mais on trouve aussi qu'il y a des entreprises qui choisissent de se spécialiser, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas être super performantes sur les deux dimensions en même temps, environnement d'un côté et le score vis-à-vis des clients et des fournisseurs de l'autre. Donc une dimension un peu intermédiaire entre le social et la gouvernance. Et ce modèle-là est performant aussi. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il y a des cas de synergie, mais qu'il y a aussi des cas en fait d'arbitrage, hein, des entreprises qui vont choisir de se spécialiser sur soit l'environnement, soit le score un peu intermédiaire entre social et gouvernance. L'exemple typique que je donne, c'est Walmart, en fait, qui pendant des années a été un champion de la performance environnementale, mais extrêmement décrié en matière de relations avec les clients et les fournisseurs et en matière sociétale. Et ces entreprises-là, elles ont été, Walmart, c'est l'entreprise qui est la numéro 1 en termes de compétitivité aux États-Unis depuis 25 ans. Donc voilà, il y a aussi ce modèle-là. Alors, il est moins vrai depuis 2015, d'accord, hein, c'est pour ça que je précisais, c'est jusqu'en 2015, on trouve que ce modèle-là existe. Il a tendance à changer sur les dernières années. Alors, une autre façon d'aborder ces recherches, c'est de s'appuyer sur les pratiques et non plus sur les notations. Donc, c'est une approche qui a été utilisée à différentes reprises aussi. Alors, peut-être, il faut dire un mot de pourquoi utiliser cet angle-là plutôt que les notations ESG. Alors, c'est évidemment essentiel. Je vous ai dit, les agences de notation ESG, elles sont apparues dans les années 70-80, elles se sont spécialisées là-dedans, elles font un travail assez phénoménal avec des modèles d'évaluation qui sont très compliqués. J'ai montré quelques résultats sur les données de Moody's, Vigeo Eiris, mais il en existe pas mal, hein, des agences de notation financières et extra-financières. L'équivalent de Vigeo Eiris aux États-Unis, c'est MSCI. Vous avez aussi FTSE Sustainalytics, qui sont des agences britanniques. Donc, elles sont spécialisées sur la notation ESG. Elles n'ont pas forcément les mêmes modèles d'évaluation, mais quand même, elles appréhendent le problème de manière quand même assez comparable. Et si vous prenez ici deux grandes entreprises, j'ai déjà parlé de Walmart, c'est pour ça que je l'ai laissé sur la diapositive, puis un autre exemple qui est Facebook, qu'on connaît tous. Quelle est la notation environnementale, sociale ou de gouvernance? Quel est le score environnemental, social ou de gouvernance de ces deux entreprises selon l'agence de notation qui l'évalue? Vous voyez que sur une note rapportée à une échelle entre 0 et 100, le score environnemental de Facebook, ça va être 0 pour une certaine agence, 100 pour une autre et 50 pour la troisième. Okay. Donc là, on ne peut pas avoir une variabilité plus forte d'une agence à l'autre. C'est quand même assez frappant. On peut, même si les modèles d'évaluation sont différents, on peut quand même se poser la question, mais du coup, c'est quoi la vraie note de Facebook, en fait, hein? C'est quoi la vraie performance environnementale de Facebook? Mais c'est pareil sur Walmart et c'est pareil sur d'autres scores, que ce soit social ou de gouvernance. Et c'est pareil de manière agrégée, en fait. Finalement, l'appréciation de durabilité de Facebook ou de Walmart, selon l'agence qui nous la fournit, elle va être très, très différente. Donc, il y a tout un débat dans la littérature pour essayer de comprendre ces divergences-là. Ce n'est pas forcément une surprise non plus, hein. Si tout le monde fournissait la même note, il n'y aurait plus qu'une seule agence dans l'économie. Okay, mais néanmoins, ça soulève des questions très importantes de fond. C'est du coup, est-ce que je peux m'appuyer sur ces données pour répondre à la question, le lien entre performance et RSE. Donc, du coup, moi, compte tenu de cet état des lieux, on va dire, de la notation ESG, je me suis dit, ce serait quand même super important de sortir de ces indicateurs qui sont en fait des variables qualitatives. Une conclusion assez simple de ce type de résultats-là, c'est de dire, en fait, c'est pas des vrais indicateurs quantitatifs, d'accord? C'est pas des émissions de carbone, c'est pas des empreintes, c'est juste des indicateurs qualitatifs qui résultent d'un modèle d'évaluation, ce que j'ai tendance à faire. Et du coup, moi, en tant qu'économiste, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des variables un peu plus quantitatives, mais ça va être difficile d'aller trouver des indicateurs. En tout cas, c'est ce que je suis allée faire. Je suis allée chercher dans les bases de données plutôt quanti, donc de pratiques ESG plutôt que de jugement de performance ESG. Ouais. Alors, oui, tu peux peut-être dire un mot sur ces données centrées sur les pratiques extra-financières des entreprises.
Alors, qu'est-ce que c'est que ces pratiques? Donc, c'est des données en fait qui viennent des enquêtes officielles de la statistique publique. Donc, en France, par exemple, quand une entreprise reçoit une enquête diligentée par l'INSEE ou par un ministère, elle a l'obligation d'y répondre. Donc, c'est des enquêtes qui sont obligatoires et qui interrogent les entreprises sur ce qu'elles font et non pas sur ce qu'elles disent. D'accord? Donc, ça, c'est une différence vraiment majeure. On demande aux entreprises, est-ce que vous avez mis en place telle ou telle pratique? Elles répondent oui ou non. Et c'est pas le ministère ou c'est pas l'INSEE qui décide que ça c'est plus ou moins responsable. Donc l'intérêt de ces enquêtes, c'est qu'elles vont couvrir beaucoup plus d'entreprises que font les agences de notation. On passe de 1000 à 2000 entreprises à 10 000, 20 000, voilà, aux 30 000. Ça couvre aussi la TPE et pas uniquement le grand groupe coté en bourse, donc à partir de 5 à 10 salariés. Donc, on est sur des petits effectifs. Donc, ça, c'est super intéressant. Et puis, ça permet de caractériser plein de pratiques organisationnelles, toujours sous l'angle ESG, mais avec des pratiques qui vont être beaucoup plus fines sur les différents domaines de la RSE. On va construire aussi des indicateurs agrégés à partir de ça. Mais voilà, ça donne une appréciation plus quantitative. La contrepartie, c'est que ça va être sur des données moins internationales, plus françaises. Donc plus localisé, on va dire. Alors, c'est une approche que tu as utilisée à différentes reprises. Donc, en termes de résultats, qu'est-ce que ça t'a permis d'affirmer donc sur cette relation entre pratique ESG et création de valeur? Alors, il y a un résultat majeur, hein, c'est que en fait, les entreprises les plus responsables sont celles qui sont les plus performantes et l'écart de compétitivité, en moyenne, il est de 13%. Donc ça, c'est vraiment un résultat qui est important parce que c'est un résultat en moyenne. Hein. En moyenne, on a un écart de compétitivité de 13%, qui est d'autant plus vrai que l'entreprise est de grande taille, d'accord? Donc il y a bien un effet taille. Les grandes entreprises vont pouvoir mettre en place ces pratiques-là plus facilement et en retirer des profits plus facilement, mais les petites aussi. Donc et en plus, le résultat, donc il montre que certaines pratiques vont avoir des effets d'autant plus forts que d'autres. Donc typiquement, le pilier social, en fait, a des impacts plus importants sur la performance que le pilier environnemental. Alors l'environnement, c'est pas la variable qui était la mieux mesurée dans l'enquête que j'ai utilisée, mais néanmoins, il y avait quand même une question là-dessus. Mais voilà, la relation client, relation fournisseur aussi, les entreprises qui ont des pratiques plus responsables sur ces différentes dimensions vont bénéficier de gains de compétitivité et de croissance par rapport à celles qui ne le font pas. Alors, ouais, une question peut-être un peu plus technique, mais de fond. Est-ce qu'on a affaire là à un lien de causalité ou à une corrélation? Alors là, dans les résultats ici, c'est de la corrélation, c'est pas de la causalité. Donc, on tient compte du sens de la causalité, mais on l'identifie pas explicitement avec ces données-là. Par contre, on l'a fait dans d'autres études avec d'autres types de données. Donc, on est vraiment préoccupé parce que c'est important de savoir si c'est les entreprises parce qu'elles sont responsables qu'elles génèrent plus de profits ou si c'est parce qu'elles sont plus profitables qu'elles peuvent éventuellement se permettre un supplément d'âme. Donc, on tient compte ici du sens, mais on n'identifie pas exactement la causalité. Par contre, on est capable d'expliquer ce qui relève plutôt de la stratégie qualité versus coût de l'entreprise, l'importance de l'innovation là-dedans, ou l'impact négatif sur les salaires. Ça, c'est un point un peu d'attention. Les entreprises les plus responsables sont les plus performantes, mais elles ont tendance à réserver ce type de pratique-là à leur cadre. C'est moins vrai pour les non-cadres. Donc, voilà, on ne tranche pas totalement la causalité, mais on analyse ces différentes dimensions, on va dire, ces différentes déclinaisons. Donc, tu as examiné donc cette question aussi sous un angle sectoriel. Je ne sais pas si tu veux dire un mot sur cet aspect-là. C'est plus une parenthèse pour montrer qu'on peut utiliser aussi d'autres types de données, focaliser sur certains secteurs d'activité, essayer de distinguer les pratiques selon l'intensité. En fait, il y a des mesures qui vont être plus light, des mesures qui vont être plus engageantes en matière sociale, environnementale ou de gouvernance. Donc, il y a des pratiques qui vont être plus importantes que d'autres et des secteurs qui vont être sensibles à certains sujets plus que d'autres. Ce qui est intéressant dans cette diapositive-là, c'est que en fait, on a interrogé aussi des professionnels du secteur, des professionnels du private equity en l'occurrence, pour leur demander la manière dont eux-mêmes valorisaient ces stratégies-là. Donc, on a fait ce qu'on appelle de l'économie expérimentale, donc avec des gens dont c'est le métier tous les jours de le faire.
Et donc ça, c'est aussi un résultat fort. C'est pas juste une estimation un peu de la corrélation entre performance et RSE, mais vraiment la manière dont les professionnels du secteur valorisent ces stratégies-là. Et c'est ce qu'on montre, le résultat de cette étude-là montre que c'est assez cohérent avec ce qu'on trouvait sur l'écart de performance de 13%. Tu peux montrer la slide suivante. Ouais. Où on voit que les pratiques de responsabilité environnementale et sociale peuvent... alors, vous voyez qu'il y a une différence entre les bonnes et les mauvaises nouvelles, en fait, entre les bonnes, être responsable ou être irresponsable, entre guillemets. Le gain de compétitivité, tout à l'heure, était de l'ordre de 13% en moyenne. En fait, si on distingue les bons et les mauvais comportements, on a tendance à beaucoup plus sanctionner les mauvais comportements qu'à récompenser les bons. Donc c'est intéressant d'atténuer un peu le résultat précédent, de dire que voilà, on a beaucoup plus à perdre à être irresponsable, on aurait à gagner à être responsable, mais on a quand même toujours beaucoup à gagner aussi à être responsable. Alors, dernier sujet qu'on doit couvrir aujourd'hui, la question des bonus ESG qui se sont popularisés dans un certain nombre d'entreprises. Est-ce qu'on a affaire à une pratique vraiment vertueuse ou pas? Alors, c'est sur ce travail-là où là, j'ai vraiment identifié la causalité. Donc ça, c'est des résultats qui sont assez forts. Je ne sais pas si parmi les participants au séminaire, vous êtes incités sur les enjeux ESG. Est-ce que voilà, dans votre bonus, dans votre rémunération variable, il y a une composante environnementale, sociale ou de gouvernance qui intervient? En tout cas, aujourd'hui, c'est une composante qui s'est développée partout dans tous les pays de l'OCDE. C'est très récent. Il y en a, on n'en observe pas ce type de pratique, donc ce qu'on appelle les bonus ESG avant 2010. Ça s'est développé beaucoup depuis 2015 aussi. Ça concerne la plupart des entreprises cotées en bourse. Hein, mettre ça en place dans un premier temps pour les dirigeants, ensuite pour les cadres exécutifs. Et ce qu'on montre nous, c'est que ça a un véritable impact sur la performance ESG et sur la performance financière. Et d'autant plus qu'on tient compte on va dire, de la cohérence de ce type de pratique avec le modèle RSE de l'entreprise. Pour le dire de manière assez simple, il y a des entreprises qui sont plus tournées vers leurs parties prenantes ou les entreprises qui sont plus tournées vers la génération de performance financière, donc plus tournées vers leurs actionnaires. Donc, selon le type de modèle RSE dans lequel on est, ces bonus-là, ça va faire illusion ou pas, en fait. Et en général, ça ne fait pas illusion, c'est-à-dire qu'une entreprise qui n'a pas un modèle très partenarial, en fait, adopter des bonus ESG, ça n'aura pas d'impact sur la performance ESG et ça aura un impact négatif sur la performance financière. Donc, ce n'est pas une bonne idée de le faire. Par contre, pour les entreprises qui ont une stratégie RSE cohérente, une vision d'ensemble, donc un modèle plus partenarial, alors adopter ces bonus ESG, c'est une bonne idée. Ça va renforcer la performance ESG sans avoir d'impact négatif sur la performance financière. Et c'est vraiment là, pour le coup, de la causalité qu'on estime. Donc, c'est une bonne idée pour ces entreprises-là. Ça peut fonctionner sous certaines conditions. Exactement. Alors, on arrive au terme de cet échange. Avant de prendre quelques questions, vous allez pouvoir, en scrollant normalement en dessous de cet écran, accéder à un certain nombre de liens qui vous permettront de prendre, de réserver un créneau pour suivre un webinaire sur l'une des différentes formations que nous proposons à l'École Polytechnique Executive Education. Donc ici, vous avez un résumé des 3 formations sur ce sujet. Consultant en performance durable, d'une part, qui est une formation de 6 jours en présentiel sur le campus de l'École Polytechnique à Palaiseau, donc qui est destinée plus aux consultants ou aux personnes qui souhaitent devenir consultants sur ces questions. Le prochain webinaire aura lieu le 13 février prochain, donc vous me reverrez à ce moment-là. Et la date de rentrée est fixée au 25 mars. L'autre formation consacrée à la durabilité, c'est Stratège de la transformation durable, qui s'adresse, elle, plutôt à des personnes qui sont en entreprise, souvent à des gens qui travaillent au sein de départements ou de directions
RSE. Donc c'est une formation qui est plus longue puisqu'elle totalise 9 jours, pour l'essentiel en présentiel à Palaiseau. Et le prochain webinaire aura lieu le 19 février prochain pour une date de rentrée le 18 mars. La troisième formation que vous voyez sur cette slide s'appelle Entrepreneuriat dans les énergies renouvelables. Le focus est évidemment beaucoup plus précis. C'est une formation qui s'adresse à des gens qui ont créé ou qui souhaitent créer une entreprise consacrée aux énergies renouvelables. C'est une formation qui est plus longue aussi, comme vous pouvez voir. Elle est également en présentiel à Palaiseau. Le prochain webinaire aura lieu le 11 mars prochain, la date de rentrée étant à l'automne, puisqu'elle est fixée au 22 septembre 2025. Alors, vous devriez avoir accès, en scrollant sur le bas de cet écran, à différents boutons qui vous permettent de réserver un créneau dans l'un des webinaires si vous souhaitez en savoir plus sur l'une de ces 3 formations. Vous avez donc ici également les coordonnées de Jessie Vernet, qui est chez nous la conseillère formation, et qui pourra vous aider ou répondre à vos questions sur ces différentes formations. Alors, ce que je vous propose, c'est que on prenne quelques questions qui ont été envoyées sur le chat. Alors, je vais prendre peut-être dans l'ordre où elles ont été posées. Alors, est-ce que donc il y a une question qui porte sur comment est-ce qu'on peut différencier RSE et ESG? Est-ce qu'il y a matière, est-ce qu'il y a lieu de faire cette distinction? Alors, en fait, c'est de la terminologie. Moi, j'ai vu, on va dire, monter en puissance les débats sur cette terminologie-là. Voilà, à la fin des années 2000, on parlait plutôt de RSE. En fait, le mot RSE provient de 2001, le livre vert de la Commission européenne sur la RSE. Donc, on a beaucoup, dans les années 2000, on employait beaucoup le terme RSE, donc responsabilité sociale et environnementale ou responsabilité sociétale. Okay. Et puis, dans les années 2010, on est progressivement passé plutôt au vocabulaire ESG parce que ça avait le mérite de reprendre les piliers environnement, sociaux, gouvernance, donc les grandes dimensions, de manière dans le terme, en fait, c'était moins vague que RSE, responsabilité sociale environnementale. Voilà, ça peut être considéré comme un petit peu plus vague, responsabilité sociétale. Voilà. J'aime bien moi le vocabulaire ESG parce que pendant longtemps la gouvernance c'était un peu le parent pauvre de la RSE, on n'en parlait pas beaucoup. Quand j'enseigne ça à mes étudiants, c'était le pilier qu'ils connaissaient le moins. Et donc, je trouvais ça important de garder ESG plutôt que RSE. Et c'est ce qu'a fait, on va dire, la littérature est progressivement passée de RSE à ESG. Donc, on est plus sur l'ESG, moins sur la RSE. Volontairement, je pense, parce qu'il s'agit d'opérationnaliser le concept. Voilà. Le mot ESG, si je voulais retenir une différence très simple, l'ESG, c'est une manière plus opérationnelle que la RSE. Dans la RSE, il y a un concept très théorique de responsabilité. Bon, je n'ai pas le temps de vous détailler les différentes acceptions, mais voilà, c'est plus théorique, moins opérationnel. Alors, la question de la responsabilité des entreprises et du reporting a soulevé un point d'actualité très récent, qui est rappelé par un des participants. Donc, c'était l'intervention de Stéphane Séjourné disant qu'il était souhaitable d'alléger les obligations liées à la CSRD. Quel est ton point de vue par rapport à ce débat en cours? Sur le volet réglementaire, est-ce qu'il faut en demander plus ou est-ce qu'il faut en demander moins? Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la France est vraiment dans une démarche d'allègement, voire de suppression de la CSRD? Alors, moi, je peux pas faire de prédiction sur ce qui va advenir à l'échelle
on va dire la position un peu diplomatique ou politique de la France sur ces questions-là. Je suis pas dans les cabinets ministériels, donc je peux pas vous le dire. Par contre, ce que je sais et ce que j'observe, c'est que c'est une bataille qui fait rage à l'échelle internationale, que les choses peuvent changer très vite. J'ai été très frappée par ça. Si on prend le contexte américain, par exemple, il y a une vraie bataille entre l'Europe et les États-Unis sur la définition de la performance durable, sur ce qu'on entend par durabilité. Est-ce qu'on doit prendre en compte la manière dont l'entreprise est exposée à un risque ESG? C'est la vision partagée des deux côtés de l'Atlantique. Donc oui, l'entreprise doit expliquer comment elle est exposée à un risque ESG, comment elle intègre les enjeux ESG. Mais la bataille, elle est sur ensuite, est-ce que l'entreprise doit expliquer comment elle atténue son impact sur ce risque-là. Et en Europe, on est partisan d'intégrer aussi, pas simplement l'exposition au risque, mais l'atténuation de l'impact. C'est la vision en double matérialité. Alors qu'aux États-Unis, on refuse la double matérialité. On ne veut demander aux entreprises d'être comptables que de leur exposition et pas de leur atténuation d'impact. C'est le débat sur adaptation versus atténuation sur le changement climatique. C'est la même chose, en fait. Hein. Ça renvoie à cette même opposition. Et ça peut changer très vite. Aux États-Unis, il y a une quinzaine d'États fédéraux américains qui interdisent l'intégration ESG au motif que c'est contraire à la performance financière. Et alors, c'est des États qui sont pilotés par des sénateurs républicains dans la lignée de l'élection américaine de Donald Trump. Ils ont la majorité maintenant au Sénat, donc on peut imaginer que les débats vont être encore beaucoup plus vifs sur ces questions-là aux États-Unis. Donc ça peut changer vite. Et la bataille entre les deux est réelle sur la définition de ce que c'est que la durabilité. Ouais. Alors, dernière question peut-être. Donc, il y a un certain nombre de voix qui se sont élevées en France et ailleurs en disant que l'ESG, c'était un empilement de contraintes administratives ou de reporting absolument invraisemblable. Mais toi, dans tes travaux de recherche, tu trouves que la performance ESG peut aller de pair avec la performance tout court. Donc, est-ce que c'est lamentation sur la contrainte administrative de la CSRD? Est-ce que c'est un vrai débat ou pas? Alors, c'est un vrai débat, c'est pas nouveau, c'était pareil il y a 10 ans, sauf qu'on n'avait pas le même contexte réglementaire. Donc, il faut voir que ces textes-là, ils sortent pas de nulle part, ils sont pas arrivés du jour au lendemain. En France, dès 2001, en fait, on impose aux entreprises un reporting, donc c'est les plus grandes entreprises, celles cotées en bourse, un reporting sur à peu près 17 indicateurs. Donc, on est en 2025, ça fait quasiment 25 ans que cette contrainte-là alors s'impose. Après, progressivement, on étend les obligations à des entreprises de taille intermédiaire, inférieure, etc. La directive européenne, elle date de 2014. Elle a 10 ans maintenant, la première directive sur la déclaration de performance extra-financière. Elle a été transposée en droit national en 2017. Voilà, donc CSRD, ça arrive en fait après une décennie de travail à l'échelle européenne pour mettre en œuvre un texte de loi qui est sans doute difficile, mais il y a des guidelines qui existent, les ESRS, la manière de faire ce reporting-là a été publiée. On retrouve le triptyque environnement, social, gouvernance, les enjeux sectoriels, les enjeux globaux et les enjeux propres à l'entreprise. Donc, je ne sous-estime pas, on va dire, la charge que ça peut imposer au quotidien dans certaines entreprises. Je pense que la simplification est possible. Voilà. Donc, il faut entendre cette remontée-là de cette levée de bouclier. C'est pas de la mauvaise foi, c'est des difficultés qui sont réelles. Et je pense qu'avec les outils dont on dispose à l'heure actuelle aujourd'hui de standardisation de l'information, la simplification est possible. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner la transparence. Voilà, c'est pas parce qu'il y a des difficultés qu'il faut abandonner les choses. Il faut les simplifier et il faut les standardiser. Voilà, je pense que c'est une voie quand même raisonnable. Merci beaucoup, Patricia. On va s'arrêter là parce qu'on arrive au terme de ce webinaire et on s'est engagé à ne pas déborder. Donc, je vais remercier
tous celles et ceux qui ont pu se joindre à nous aujourd'hui. Un grand merci, Patricia, pour avoir partagé une partie de tes travaux de recherche. Donc, tu le fais régulièrement dans le cadre des formations dont on a parlé, mais merci encore. Très bonne après-midi à toutes et à tous. Merci encore. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.